La troisième séance donc, de l'après-midi est consacrée aux mécanismes plus généraux qui sous-tendent la plasticité cérébrale qui nous permet évidemment d'apprendre dans tous les domaines, scolaires ou non scolaires. Et cela peut vous surprendre peut-être de voir dans ce programme une conférence sur le sommeil et les apprentissages. Ne vous endormez pas, c'est absolument crucial. Et vous allez voir que nous commençons à comprendre maintenant que le sommeil est un élément absolument indispensable de l'algorithme d'apprentissage qui nous permet en particulier de reformuler et de consolider nos connaissances. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Mélanie Strauss, qui est médecin neurologue, qui est chef de clinique actuellement au centre de sommeil et de la vigilance à l'Hôtel Dieu à Paris, de venir nous faire un exposé sur sommeil et apprentissage. Mélanie vient de finir une thèse de sciences cognitives dans mon laboratoire et vient de retourner à la clinique, tout en s'intéressant donc fortement à ce que fait notre cerveau pendant le sommeil. Vous allez voir que le cerveau ne dort pas pendant le sommeil. Voilà, donc Mélanie Strauss. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais donc, comme l'a introduit Stan, vous parler du rôle du sommeil. Très bien, alors on va corriger ça tout de suite. Vous me dites si ça va comme ça. Comme ça. Voilà. Très bien, on va pouvoir y aller. Donc je vais vous parler du rôle du sommeil sur les apprentissages. Donc, tout d'abord, comme on vient de le dire, l'apprentissage n'est possible que grâce à la plasticité du cerveau. Alors, qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? C'est la capacité qu'a le cerveau à modifier sa structure et sa fonction au cours du temps et en réponse à l'environnement. Donc, il y a vraiment un processus dynamique et adaptatif. Et donc, c'est cette plasticité cérébrale qui se traduit au niveau neural par la connexion, la formation de plein de connexions entre les neurones, les synapses. Et donc, ça a à la fois une formation, mais aussi l'élimination des synapses et le remodelage des circuits neuronaux. Et c'est ça qui est à la base donc, de tout ce qui est processus de mémorisation et d'apprentissage en général, mais aussi, et très important chez l'enfant, ce qui est processus de maturation et de développement cognitif. Alors, est-ce que le micro, c'est ça ? Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux ? Très bien. Donc, tout d'abord, une fois maintenant qu'on a un peu dit ce que c'était que la plasticité cérébrale, eh bien, ce dont je vais vous parler, c'est du sommeil, pour vous dire que justement, dans tout ce qui est développement du cerveau et développement cognitif, le sommeil est fondamental et qu'il a un impact majeur à l'école. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le sommeil rapidement ? Cet état comportemental de repos qu'on expérimente tous les jours, toutes les nuits, eh bien, la quantité de sommeil déjà évolue au cours du temps. Avec l'âge, on a tendance à moins dormir, donc on passe beaucoup de temps dans le sommeil quand on est enfant et moins à l'âge adulte. Et ce sommeil est caractérisé par différents stades, organisés sous forme de cycles au cours de la nuit, qui se répètent. Et alors, comment ça se caractérise sur le plan physiologique ? D'abord, on passe de l'éveil, qui est un état physiologique avec une activité corticale rapide et un métabolisme cérébral intense, à une phase d'abord d'endormissement, un peu intermédiaire, qui est le stade 1, donc on a un ralentissement de l'activité cérébrale. Puis on passe en sommeil lent. Alors, le sommeil lent, c'est le stade 2 et 3. D'abord, le sommeil lent léger, où on voit apparaître des figures spécifiques de sommeil à l'électroencéphalogramme, qui sont les fuseaux de sommeil et les complexes K. Et ensuite, on arrive au sommeil profond, où là, ce sont des grandes ondes amples à basse fréquence que l'on observe au niveau cérébral, associées à un faible métabolisme. À la suite de ça, on passe en sommeil paradoxal. C'est paradoxal pourquoi ? Parce que l'on a tous les signes comportementaux du sommeil, mais il y a un réveil cortical avec de nouveau un métabolisme cérébral augmenté. Donc ce cycle dure environ 90 minutes et se répète au cours de la nuit. En début de nuit, on a plus de sommeil lent profond et en fin de nuit, plus de sommeil paradoxal. Puis c'est pas tout, il y a aussi une modulation circadienne des rythmes de la vigilance. Donc on a une propension plus importante à dormir, évidemment au moment de la nuit, mais il y a aussi une chute de la vigilance en début d'après-midi avec la température qui diminue. Bon, alors ça tombe mal, c'est maintenant.
Donc, on va voir que toutes ces caractéristiques du sommeil jouent un rôle fondamental dans le développement cérébral et cognitif. Donc, tout d'abord, le développement cérébral. On sait que quand le cerveau, le bébé naît, il a un cerveau très petit, très immature, qui va se développer de façon extraordinaire au cours des premières années de vie. Et donc, quand on mesure ce développement cérébral par la densité synaptique, la densité des connexions cérébrales, on voit ici sur ce graphe, donc c'est en pointillé ici, là, en ligne pointillée, qu'il y a un grand développement de la densité synaptique jusqu'à à peu près 10 ans, 12 ans, et qu'à la puberté, là par contre, on perd un volume cérébral, il y a un remaniement des connexions synaptiques énorme pour atteindre un plateau à partir de 20-25 ans. Et puis ce développement cérébral, il se fait d'une certaine façon suivant un axe postéro-antérieur. C'est-à-dire que ce sont d'abord les régions postérieures du cerveau qui vont se développer, notamment sensorimotrices, et ensuite seulement, plus tardivement, les régions antérieures, frontales, associatives. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que certaines caractéristiques du sommeil, les ondes lentes qu'on a vues juste avant ici en sommeil profond, miment complètement le développement cortical. Et on voit qu'ici, on les a là, l'amplitude des ondes delta, on a exactement la même évolution au cours du temps, et au niveau également du cerveau, d'abord en postérieur, et ensuite une intensité des ondes delta qui se majore dans les régions frontales. Donc on voit une très très forte association entre les caractéristiques du sommeil et le développement cérébral. Donc ça, c'est une première chose. Et donc maintenant, comment le sommeil nous permet d'apprendre au quotidien, jour après jour. Donc on va voir quelques fonctions capitales du sommeil, et notamment celle qu'il a sur la mémoire. Il y a différents types de mémoire. Il y a la mémoire notamment explicite ou déclarative, et implicite ou non déclarative. L'explicite, c'est celle où on peut rapporter les faits, par exemple la capitale des États-Unis ou autre. Et la mémoire non déclarative, c'est plutôt comme par exemple la mémoire procédurale, les compétences motrices, jouer du piano, faire du vélo. Et bien maintenant, un grand nombre d'études scientifiques démontrent qu'une période de sommeil après un apprentissage le consolide en mémoire. Et ça, quel que soit finalement le type d'apprentissage. Ici, on a un exemple en mémoire déclarative pour un apprentissage d'une liste de mots. Eh bien, si les sujets peuvent dormir après l'apprentissage, la rétention mnésique est bien plus importante par rapport aux sujets qui ont appris mais qui n'ont pas bénéficié d'une période de sommeil juste après, ici. Et là, dans une tâche d'adaptation motrice, donc mémoire procédurale, on observe exactement le même phénomène. Donc, que se passe-t-il dans le cerveau qui permet cette consolidation mnésique ? Eh bien, en fait, pendant le sommeil, on réactive les souvenirs et les acquisitions de la journée. Et ça a été montré d'abord chez le rongeur, chez le rat, où dans l'hippocampe, on a la même chose chez l'homme, eh bien, se rejouent les événements de la journée. Et donc, par exemple, quand on a un pattern d'activation dans l'hippocampe qui correspond à un déplacement moteur qu'on a appris au cours de la journée, on voit que dans le sommeil, il y a une réactivation exactement du même pattern cellulaire au niveau de l'hippocampe, un peu condensé dans le temps, hein, mais exactement ce même pattern est réactivé. Et on sait maintenant que ce qui se passe, c'est que les traces mnésiques sont d'abord stockées donc, au niveau de l'hippocampe, où ces stimuli sont rejoués, et qu'il y a une progressive consolidation en fait, de l'hippocampe ici chez l'homme vers le cortex cérébral. Et ça, par exemple, on peut le voir dans cette étude-là en imagerie, où des sujets ont appris des paires de mots. Et quand on les... Donc, toujours un peu le même protocole, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui peuvent dormir et d'autres qui ne peuvent pas dormir après l'apprentissage. Et ce qu'on voit, c'est que quand on teste les sujets 2 jours après l'apprentissage, ceux qui ont dormi ont déjà des performances augmentées, mais aussi une activation dans l'hippocampe augmentée. Et par contre, quand on teste 6 mois plus tard, donc vraiment à long terme, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont dormi après l'apprentissage ont une activation au niveau du cortex cérébral, cette fois-ci, que n'ont pas les personnes qui n'ont pas pu dormir après l'apprentissage. Donc il y a vraiment une réorganisation des traces mnésiques qui se fait grâce au sommeil de l'hippocampe vers le cortex. Donc comment ça se caractérise sur le plan électrophysiologique chez l'homme, ces réactivations dans le sommeil? Eh bien, ça se fait sous forme des ondes lentes et d'autres figures de sommeil comme les fuseaux. Puisqu'on a montré que quand on fait faire une tâche à un groupe de sujets, toujours un qui dort après ou l'autre qui ne dort pas,
eh bien, bon, au-delà d'améliorer les performances après le sommeil, quand on peut dormir, la période de sommeil qui suit l'apprentissage est caractérisée par un rebond d'ondes lentes dans la zone qui a servi à l'apprentissage. Donc là, en l'occurrence, c'était une tâche motrice, donc c'est la région prémotrice qui est activée dans le sommeil et où il y a ce regain d'ondes lentes. Et ce qui est assez saisissant, c'est que ici, vous avez l'augmentation du nombre d'ondes lentes, de la densité des ondes lentes dans la région concernée et la performance, et qu'il y a une très belle corrélation entre la densité d'ondes lentes pendant la nuit et les performances la journée. Et ce n'est pas juste une association, hein, c'est vraiment un lien causal, puisqu'en fait, quand on booste ces ondes lentes, quand on les stimule pendant le sommeil, on peut augmenter l'apprentissage et la mémorisation. Alors, il y a différentes façons d'augmenter ces ondes lentes. Soit on stimule directement le cerveau à la fréquence delta qui est typique de ces ondes lentes par une stimulation directe cérébrale, soit on peut présenter des sons qui tombent directement au niveau du pic des ondes lentes. Et ce que l'on voit, c'est que ça donc, permet d'entraîner le rythme des ondes lentes, donc augmenter les ondes lentes pour la stimulation ici ou ici en phase delta avec des fuseaux de sommeil, et que c'est corrélé à une meilleure rétention le lendemain dans ces conditions ici ou là après stimulation par rapport aux sujets qui n'ont pas été stimulés ou alors stimulés mais pas en phase avec les ondes lentes. Et qu'il y a vraiment toujours cette corrélation entre la proportion d'ondes lentes et la performance. Et ce qui est encore aussi très intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que dans une étude très récente, il a été montré que cette stimulation des ondes lentes pouvait même aider à récupérer des performances normales chez les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, notamment comme dans le cas de cette étude où c'était des enfants avec déficit de l'attention et hyperactivité. Eh bien, quand ces enfants sont stimulés pendant leur sommeil, leur performance reste au niveau des contrôles alors qu'elle diminue lorsqu'ils ne sont pas stimulés. Donc il y a probablement aussi ici un enjeu thérapeutique important. Mais le sommeil est fondamental pour retenir, mais on ne retient pas n'importe quoi. Et en fait, on retient ce qui nous semble être pertinent pour le futur. Et ça a été montré dans quelques études. Et quand on manipule, par exemple, les attentes des sujets, on leur dit, dans cette étude-là, bon, bah, il y a un jeu de données sur lequel vous allez être testé. Eh bien, ce jeu de données est particulièrement retenu par rapport au sujet où on ne leur dit rien, et dans ces cas-là, ils ne savent pas forcément qu'ils vont être testés, ils ne vont pas apprendre aussi bien. Et donc ce sont vraiment ce qui nous paraît être pertinent et ce qui nous paraît être utile pour le futur et nos buts. Et là, on a une tâche motrice où on voit que quand on apprend en fait, un peu à taper sur des touches comme faire du piano, avec une séquence particulière, ce n'est pas la séquence motrice elle-même qui est retenue, mais c'est le but derrière le son qui est joué. Par exemple, si on apprend avec d'abord la main droite et qu'on demande de rejouer avec la main droite soit en miroir, donc c'est purement une séquence motrice, soit de reproduire le même son, on voit que le sommeil va favoriser la rétention de la séquence qui permet d'obtenir le même son et pas seulement la séquence motrice en miroir. Donc c'est vraiment le but, l'intention qui est mémorisée et renforcée dans le sommeil. Donc il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles le sommeil intervient. Donc il y a la mémoire bien sûr, mais il y a aussi les fonctions exécutives qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement à la fois cognitif et social. Donc quand on n'a pas assez de sommeil, on a des comportements de type persévération, un trouble de l'attention, des troubles du jugement, de la planification. Le sommeil est également important pour l'acquisition du langage. On va le voir un petit peu plus après chez l'enfant. Pour la stabilisation des émotions, on en a parlé un peu ce matin, le sommeil est très important. Pour également l'abstraction et l'insight. Alors par exemple ici, quand des sujets sont testés sur... ils doivent élaborer une séquence numérique. En fait, s'il y a une règle cachée dans cette séquence qui permet d'aller plus vite au résultat, eh bien, le sommeil va favoriser la découverte de cette règle cachée. Donc ça permet vraiment d'expliciter les choses, d'avoir un insight sur ce que l'on fait. Et donc un transfert des apprentissages implicites vers une connaissance explicite. Donc ça aussi, on a vu un peu ce matin que vous pouvez automatiser certaines choses, mais le sommeil, donc ça, le sommeil le fait aussi, mais il permet aussi parfois donc vraiment d'avoir une connaissance explicite des apprentissages, et ça peut être très utile parce qu'évidemment, une fois qu'on a
accès de façon consciente à une information, elle est plus facile à manipuler, à être stockée, etc. Et donc ça, on voit que ce transfert des apprentissages implicites vers une connaissance explicite est particulièrement performant chez l'enfant. Et donc dans ce dernier récent papier, quand un groupe d'enfants et d'adultes sont entraînés à apprendre une tâche vraiment d'association visio-motrice, puis apprennent une séquence, mais à partir d'indices visuels. Ensuite, on les fait dormir ou pas, et on leur demande de rappeler explicitement en fait, la séquence qu'ils ont apprise, sans indice visuel cette fois-ci. Et là, on se rend compte que, bon, certes, déjà, le sommeil permet de mieux retenir que si les sujets n'ont pas dormi, mais que chez les enfants, on a ici une amélioration des performances qui est bien supérieure à celle des adultes. Et que, donc alors, comment ça se fait? Eh bien, probablement pour plusieurs raisons. D'abord, il y a plus de sommeil lent chez l'enfant, ici, à période foncée. Comme on a vu, il y a une décroissance du temps de sommeil et chez l'enfant, il dort beaucoup et il a fait beaucoup de sommeil profond. Et il fait aussi, pendant ce sommeil profond, beaucoup d'ondes lentes. Et donc, on voit ici que la densité des ondes lentes est supérieure chez l'enfant. Donc ça, c'est très important parce que ces ondes lentes, elles sont corrélées à l'apprentissage. Et c'est ce qu'on voit. Alors ici, en blanc, vous avez les points des adultes pour le nombre de la performance et ici, la densité des ondes lentes. Et ce qu'on voit, c'est que chez les adultes, il y a bien une corrélation entre la densité des ondes lentes et les performances, mais que chez les enfants, c'est difficile de le mettre en évidence parce qu'ils sont au plafond de leur performance. Donc on a vraiment un lien entre sommeil et apprentissage, et que ce sommeil il est particulièrement performant chez l'enfant. Donc si on reprend rapidement ce qu'on a vu sur le sommeil, déjà pas mal de choses, c'est qu'il permet la sélection et le renforcement des informations acquises qui sont pertinentes pour le futur, et que ça se fait sous forme de réactivation au niveau de l'hippocampe, et qu'ensuite ça permet d'intégrer ces événements rejoués au niveau cortical, dans le réseau préexistant, en permettant aussi d'extraire les règles et les invariants, de généraliser les apprentissages et de le consolider à long terme. Et donc le sommeil lent serait plus favorable pour cette première étape et le sommeil paradoxal pour cette deuxième. Et ça joue donc sur la plasticité cérébrale, puisqu'en fait à l'éveil il a été montré que la densité synaptique augmente et que le sommeil permet finalement de récupérer un niveau synaptique pour finalement aboutir à une homéostasie, en probablement ne sélectionnant que ce qui est pertinent et en faisant des raccourcis. Donc ça, c'est vraiment donc, déjà fondamental, donc en quoi le sommeil est important pour les apprentissages, mais il n'y a pas juste le sommeil en tant que tel, il y a aussi l'organisation du sommeil au cours de la journée, et ça a des impacts très forts au niveau scolaire, parce qu'au fur et à mesure de la vie, donc ici vous avez des cercles concentriques qui représentent les tranches d'âge, de l'enfance vers l'âge adulte, âgé, et bien ce qu'on voit, c'est que le sommeil au cours des 24 heures est d'abord polyphasique, donc on fait des périodes d'éveil et de sommeil, puis ensuite ça devient monophasique. Et il y a deux étapes critiques dans le développement de l'organisation du sommeil au cours des 24 heures. Il y a le sevrage de la sieste, quand le sommeil devient monophasique, donc après 5 ans, et autour d'eux, et ensuite, à l'adolescence, quand il y a un décalage de l'heure de coucher, vraiment extrême, et alors que le lever, souvent, n'est pas décalé. Et donc, on va voir comment ça peut retentir sur les apprentissages. Donc, déjà, tout d'abord, la sieste. Donc, la sieste, ça a été montré comme le sommeil de nuit pour favoriser les apprentissages, donc chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, à la fois en mémoire déclarative ou, par exemple, dans l'abstraction et la généralisation d'apprentissages grammaticaux dans cette expérience, où le sommeil permet non seulement de consolider les informations sur les items grammaticaux qui ont été déjà appris, mais aussi de les généraliser, ce qui est très important, et c'est surtout la généralisation qui est permise par le sommeil. Mais plus intéressant encore, il semble que la sieste, le fait de faire la sieste ou pas, traduit vraiment un besoin du cerveau pour engranger les informations qu'il reçoit. Pourquoi ? Parce que dans cette très belle étude récemment, ils ont montré que le fait de favoriser la sieste chez les enfants de 3 à 6 ans ou priver la sieste après un apprentissage
a des effets donc déjà sur la mémorisation, c'est-à-dire que le fait de faire la sieste en gris permet de maintenir à long terme les informations, alors que ceux qui ne font pas, lorsqu'on ne fait pas la sieste, l'information finalement est évanescente et ne permet pas d'être consolidée. Mais surtout, quand on sépare le groupe d'enfants en les enfants qui sont habitués à faire la sieste, c'est-à-dire plus de 4 fois par semaine, et ceux qui ne font plus la sieste, eh bien, il y a des grandes différences et que le bénéfice de la sieste, il est vraiment majeur pour les enfants qui continuent à dormir, à faire la sieste régulièrement. Et d'ailleurs, c'est corrélé à l'intensité des fuseaux de sommeil, toujours ces zones de sommeil, les performances après la sieste. Donc, ce que ça veut dire, c'est que probablement, chez les enfants qui continuent à faire la sieste, ils ont besoin de cette sieste pour maintenir les apprentissages et qu'ils ne peuvent pas maintenir une période d'éveil trop importante, qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus réussir à consolider les informations et qu'ils ont besoin de s'endormir régulièrement pour consolider leurs apprentissages. Et donc, probablement vraiment que ce sevrage de la sieste correspond à une phase de maturation cérébrale qui permet d'engranger plus d'informations à l'éveil et de ne les traiter que la nuit qui va arriver. Donc ça, c'est les premiers points. Et j'aimerais terminer sur l'apprentissage chez les adolescents, qui est un problème assez vraiment d'actualité ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Il y a en fait un décalage de phase. C'est quoi un décalage de phase? C'est que vous voyez que là, ici, c'est l'âge. Vers la puberté, ça, ce sont les heures de coucher. Ici, les heures de lever. Les heures de coucher, vous voyez, vraiment vont se décaler vers la soirée au moment de l'adolescence. Et donc, ici, vous avez au moment des jours où le lendemain, ils sont libres, les week-ends, et ici, les jours en semaine. Et donc, ce décalage de l'horaire de coucher, ce sera tous les jours de la semaine, parce que c'est leur rythme biologique qui leur impose, finalement. Et bon, il y a aussi, c'est aggravé par l'utilisation des tablettes, des objets numériques, etc. Ça, il faut en être conscient aussi. Et ce que l'on voit, c'est que l'heure de réveil, donc les week-ends, bah, ça suit l'heure de coucher. Hein, évidemment, ils ont toujours un besoin de sommeil qui est important, 8h30, 9h30 de sommeil. Mais que les jours où ils travaillent à l'école, eh ben, ils sont obligés de se lever tôt et que du coup, il y a une dette de sommeil très très importante chez les adolescents. Alors, ils tentent de récupérer le week-end, mais souvent c'est insuffisant et puis ça aggrave en plus le décalage de phase parce qu'ils se lèvent encore plus tard le week-end. Et alors, ce qu'on voit, c'est que donc, l'adolescent qui a trop peu de sommeil a une mauvaise période circadienne, eh bien, il y a des conséquences énormes sur la santé. Donc, c'est listé par l'association américaine, l'Académie américaine de pédiatrie, qui les a listés là juste en août 2014, avec des effets sur la santé physique, mentale et sur les performances académiques. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des déficits cognitifs pour les tâches complexes, des fonctions exécutives, de la mémoire, de l'organisation, des troubles de l'attention, de la pensée abstraite, de la créativité verbale, etc., les performances académiques en général, et l'absentéisme aussi est une conséquence de cette privation de sommeil. Donc, comment faire? Eh bien, il y a un moyen en fait, très simple et peu coûteux qui a été expérimenté maintenant dans quelques endroits. Eh bien, c'est retarder l'heure de début des cours. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, c'est vraiment très simple et très efficace. Et donc, ça permet de lutter contre la dette de sommeil parce que les enfants ne se couchent pas plus tard. Ils continuent de se coucher à leur heure de rythme biologique. Et en plus, ça améliore donc du coup tous ces facteurs-là, que ce soit santé mentale ou performance académique et scolaire. Donc, je me permets juste de vous relire ces conclusions de ce rapport qui sont vraiment d'actualité. Donc, l'Académie américaine de pédiatrie reconnaît le déficit de sommeil chez l'adolescent comme un problème de santé publique. Elle se fait vraiment la porte-parole du rationnel scientifique pour prôner un début des cours plus tardif. Ne commencez pas les cours avant 8h30, sachant qu'il faut aussi compter les temps de transport, etc. Parce qu'elle reconnaît les bénéfices de cette mesure simple sur la santé et les performances scolaires. Et donc, elle supporte et encourage tous les responsables d'école et autres acteurs de l'enseignement à prendre connaissance de ces données scientifiques et d'initier des discussions, de mettre en place ces mesures et d'évaluer aussi systématiquement l'impact des changements effectués. Voilà, donc pour conclure, le sommeil est crucial pour le développement cérébral et sa maturation. Il joue un rôle fondamental dans tous les types d'apprentissage, on l'a vu, de la consolidation mnésique aux capacités d'abstraction et d'introspection. Le bénéfice du sommeil sur les apprentissages est fonction du temps de sommeil total, du temps précédent l'apprentissage, du temps suivant les apprentissages. Et la sieste est également bénéfique. Et ce qu'on voit, c'est que chez l'enfant, le sommeil est très, très, très performant. Et finalement, les rythmes chronobiologiques du sommeil et de la vigilance évoluent avec l'âge.
et ils influencent les apprentissages, et donc ils peuvent être en contradiction avec les rythmes scolaires, comme c'est le cas à l'adolescence, avec pour conséquence potentielle des déficits et des troubles au niveau des performances scolaires. Voilà, donc en pratique, les points vraiment à retenir, c'est qu'il faut pouvoir promouvoir un temps de sommeil suffisant chez l'enfant, chez l'adulte aussi bien sûr, mais particulièrement chez l'enfant puisqu'il est en pleine période de maturation et d'apprentissage. Il faut préserver la sieste, a fortiori chez les enfants qui en ont encore besoin, voire la réintroduire pour stimuler les apprentissages. Respecter les rythmes biologiques en adaptant les rythmes scolaires, notamment lors de début des cours. Au moment de l'enseignement, il faut vraiment faire ressortir les informations importantes et pertinentes de façon à permettre à l'enfant d'anticiper sur leur utilité, parce que ce sont ces informations qui seront consolidées dans le sommeil. Et enfin, pourquoi pas utiliser des méthodes d'indissage des apprentissages dans le sommeil et favoriser le sommeil profond, comme on a pu voir pour certaines études, notamment chez les enfants aux troubles de l'apprentissage. Voilà, je vous remercie de votre attention.